Voilà, dans la salle, vous voyez Madame Montangerand qui nous parle depuis Lyon, le rectorat de Lyon, donc également Sophie Cousineau du CNUS et comme vous l'avez vu, 3 personnes de l'université de Montpellier Paul Valéry pour parler des partenariats institutionnels. Je vais introduire la table ronde le temps qu'au niveau technique ça se cale comme il faut. Pour préparer cette table ronde, au début, j'ai échangé avec la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et ils m'ont parlé du rapport LIBO qui a été publié en 2022. C'est un rapport qui s'intitule « Vers un service public territorial de l'autonomie ». Et ce rapport, il montre que dans le champ de l'autonomie, vraiment, historiquement, il y a une coordination importante entre les acteurs du territoire, que ce soit au niveau national ou au niveau local, et qu'il y a des initiatives partenariales pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais du point de vue des personnes concernées, il y a vraiment une complexité du système et une difficulté à lire aussi le système de l'accompagnement et de l'autonomie, et parfois un manque de coordination entre les acteurs et des difficultés d'accès aux droits. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on concrétise les partenariats entre les acteurs institutionnels du handicap, en particulier les étudiants qui nous intéressent, pour accompagner les étudiants qui nous intéressent. Et si on regarde la définition du partenariat, puisque Alain a cette habitude, quand on a un sujet, de toujours aller dans le dictionnaire regarder les définitions, je fais la même chose maintenant. Un partenariat, c'est s'associer pour une action commune. Donc comment on s'associe pour une action commune, pour un meilleur accompagnement des étudiants, et en particulier comment on met en commun des expertises pour sécuriser les parcours. Et on va adopter cette approche parcours. Alors, il faudrait afficher à nouveau. Je veux bien que vous affichiez le diaporama, puisque on va commencer par s'intéresser sur les étudiants qui arrivent à l'université, et je vais donner la parole à Madame Montangerand pour qu'elle présente les actions partenariales qui sont portées au niveau du rectorat de Lyon à destination des lycéens, futurs étudiants, pour les accompagner dans leur orientation post-bac. Je peux faire dévider. Ouais, c'est bon. Véronique, à vous la parole. Merci beaucoup, Amandine. Bien, alors voilà, je suis donc Véronique Montangerand, conseillère technique pour l'école inclusive auprès de la rectrice de l'Académie de Lyon. Et je vais vous parler d'une action que nous conduisons donc dans cette académie depuis 2018. Moi j'ai pris mes fonctions à la rentrée scolaire 2016 et nous avions déjà pas mal de... J'ai une mission à l'école handicap au sein de l'Université de Lyon qui regroupe un certain nombre d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur. Et nous avions pris appui à l'époque sur ce qui se passait dans l'Académie de Nancy-Metz. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Donc, sur Nancy-Metz, j'avais entendu par mon collègue, par mon homologue de l'époque, qu'il existait, qu'il avait été mis en place un forum à destination des élèves de première et de terminale. Donc, avec cette collègue de l'Université de Lyon, nous avions fait aussi un constat partagé évidemment par tous les référents handicap des établissements d'enseignement supérieur, qu'il existait chez les élèves en situation de handicap ce qu'on appelle un phénomène d'autocensure, la crainte d'engager une poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur parce que les limitations inhérentes à la situation de handicap leur semblaient telles que l'université, en gros, c'était pas pour eux. Donc on voulait vraiment aider nos jeunes lycéens à dépasser ce constat, et donc on a eu l'idée d'organiser ce forum. Donc on a demandé évidemment l'autorisation à nos responsables respectifs, en l'occurrence la rectrice de l'Académie de Lyon pour la partie scolaire, et puis le président de l'Université de Lyon pour la partie universitaire. Donc nous avions ciblé ce forum pour tous les élèves de première et de terminale qui étaient reconnus comme ayant une situation de handicap, donc pour aller un peu vite, connus par la MDPH et disposant d'un projet de personnalisé de scolarisation, mais nous avions élargi la cible à tous les élèves qui avaient un trouble diagnostiqué qui leur permettait de bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé, voire on avait aussi ouvert
qui amenait aussi des limitations et qui bénéficiait d'un PLI. Alors nous nous étions effectivement questionnés sur à quel moment on doit organiser ce forum et il nous semblait évident qu'il fallait qu'il ait lieu avant la saisie des vœux sur Parcoursup. Voilà, alors nous organisons ce forum depuis 2018, je vous en parlerai, il n'y a qu'une année où nous n'avons pas pu l'organiser pour des raisons que vous connaissez bien, qui était la crise sanitaire. Donc nous organisons depuis pratiquement le début ce forum toujours de la même manière, donc soit en janvier, soit en février. Cette année, il a eu lieu le 1er février 2025, pour être plus précis. On a toujours un temps collectif en plénier où un certain nombre d'acteurs que je vais vous présenter après font diverses interventions pour apporter des informations à ces futurs étudiants et surtout pour leur dire allez-y, vous serez accompagnés, vous ne serez pas tout seul. Et puis ensuite, depuis quand même pas mal de temps, ce forum se poursuit par l'organisation de stands qui sont animés par différents professionnels. Et là, nous encourageons les futurs étudiants qui sont en général accompagnés par leur famille ou voire par leurs professeurs, parce qu'on a quand même pas mal de professeurs qui viennent chaque année à ce forum, qui se rendent donc dans les stands pour poser des questions un peu plus personnelles. Voilà. Et donc avec qui je vais vous en parler après. Si je peux avoir l'autre diapositive, Amandine, je vous remercie. Donc voilà, aux deux jeux, ça c'est pour vous dire comment apprendre. C'est un petit peu différent. Donc voilà, nous organisons ce forum en présentiel depuis 2018, hormis l'année 2021, puisque nous n'avons pas eu l'autorisation de faire du présentiel. Alors jusqu'à l'année dernière, nous faisions ce forum en soirée, un mercredi soir, de 17 à 20h. Et puis, on s'était dit, alors cette année, maintenant, je travaille depuis plusieurs années avec une collègue de l'Université de Lyon qui s'appelle Laetitia Amblard, qui doit être présente, je pense, dans cette belle assemblée aujourd'hui. Et avec Laetitia, nous nous étions dit, et avec les référents handicap, bien entendu, que ça vaudrait le coup peut-être de tenter d'organiser ce forum un samedi matin. Donc, on a fait ce pari cette année et je peux vous dire que ça a été quand même un vrai succès parce qu'on est beaucoup de monde. Et puis on s'est rendu compte que le samedi, finalement, c'était plutôt pas mal comme organisation. Alors voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que chaque année, nous avons entre 150 à 200 personnes qui viennent à ce forum. Alors on a évidemment des élèves de première, de terminale. On a beaucoup, la plupart du temps, ces élèves sont accompagnés par leurs parents, voire leurs grands-parents. Et puis, on a toujours quelques professeurs aussi. Alors, on organise vraiment conjointement ce forum, c'est vraiment comporté par l'université et par le rectorat. Alors, on a aussi l'appui du DRAIO, puisque nous mobilisons, je vous dirai, une psychologue de l'éducation nationale en charge du conseil en orientation. Et puis, évidemment, on essaye d'embarquer avec nous des inspecteurs ASH ou écoles inclusives, comme on les appelle plutôt aujourd'hui. Voilà, vous pouvez poursuivre du coup, Laetitia, s'il vous plaît. Voilà, donc ce forum, il est organisé, porté et animé par les chargés de mission handicap. Alors j'ai compris que j'emploie peut-être pas le bon terme, mais c'est plutôt le terme référent handicap qu'il faut utiliser, donc du site de Lyon, du site de Saint-Étienne. Chaque année, nous sollicitons aussi la chargée de mission handicap du CROUS. C'est très très important d'évoquer la question du logement. On a aussi chaque fois une intervention de la MDPH qui permet de revenir sur des notions comme à quoi sert une RQTH, comment est-ce que vous pouvez solliciter la MDPH pour obtenir différentes aides qui pourront être utiles et nécessaires dans la poursuite de votre parcours de formation. Donc comme je vous disais, on a toujours aussi une psycho-EDO. On a aussi une enseignante référente et j'ai envie de dire, vous pouvez continuer, Amandine, s'il vous plaît, un peu le clou du spectacle. Chaque année, nous cherchons des étudiants ou éventuellement des anciens étudiants qui sont en situation de handicap et qui viennent nous faire part de leur parcours. Alors, c'est toujours un très beau moment parce que c'est vraiment un très très beau moment parce que ces étudiants ou ces anciens étudiants, ils arrivent avec toute leur authenticité et ils nous parlent clairement de leur parcours. C'est souvent quand même un parcours du combattant, des obstacles qu'ils ont dû franchir, mais comment aussi ils ont pu être accompagnés. Et du coup, ça donne un vrai message d'espoir aux lycéens qui sont présents avec leurs parents. Alors, depuis le début, on a l'ouverture officielle du forum et c'est important d'un point de vue symbolique. Par le président de l'Université de Lyon ou du président de l'université qui nous accueille, puisqu'on l'organise chaque année dans des sites universitaires différents. Cette année,
la directrice de Sciences Po qui a fait l'ouverture. Et puis, depuis plusieurs années, on a aussi la chance que le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation soit présent, et même, je peux vous dire, qu'il reste présent durant toute la durée du temps plénier. Et c'est vraiment très, très agréable de sentir que ce forum, il est soutenu vraiment par nos autorités respectives. Voilà pour cette première partie. Donc, je vous propose de terminer rapidement. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce que nous abordons en plénier? Eh bien, la psycho-EDO vient rappeler un petit peu l'orientation, les différentes formations possibles. Donc, elle refait un petit panorama de ce qui existe. Elle redonne des précisions sur Parcoursup, et notamment sur la saisine de la KS, hein, donc commission académique d'affectation dans l'enseignement supérieur, et notamment du groupe handicap qui fait partie de cette KS. On explique, grâce à une intervention à deux voix par un enseignant référent et aussi par des référents handicap de l'université, les différences entre la poursuite d'études en BTS ou en classe préparatoire en grandes écoles où l'élève garde le statut d'élève, et la poursuite d'études en université et grandes écoles où là, l'élève lycéen devient étudiant. Il y a toujours l'intervention du Crous, et cette année, nous avons même eu la chance que le Crous avait réalisé un magnifique petit film où on voyait un étudiant de master dans un logement adapté et expliquer finalement à quel point il est en train d'acquérir aussi de l'autonomie dans sa vie quotidienne. Et puis voilà, on a toujours les formations avec des PH, et puis les témoignages, comme je vous le disais. Alors, vous avez là le site que je vous remets dans le chat, parce que j'en ai fait, si vous le souhaitez, puisque cette année, vous aurez tous les renseignements sur ce que nous faisons à Lyon, grâce aux informations qui ont été mises par Laetitia Amblat sur le site de l'UDL. Et cette année, nous avons même pu faire un petit film du temps plénier. Et vous verrez justement le témoignage de l'étudiante que nous avions sollicité cette année, qui est une jeune femme autiste de haut niveau, qui a eu un parcours scolaire pas simple, hein, elle l'explique fort bien, puisqu'elle revient, elle réexplique son parcours depuis finalement ses années en maternelle, où on lui avait dit que de toute façon, elle ne pourrait jamais faire d'études, et puis bon, voilà, cette jeune femme, elle a obtenu un Master 2 en design. Alors maintenant, elle est en recherche d'emploi, par contre, c'est compliqué pour elle, mais malgré tout, quand même, c'était vraiment un très très beau témoignage, et vous pouvez le voir si vous allez visualiser ce film. Voilà, donc ce qui est très important dans l'organisation de ce forum, c'est l'information qu'on va faire pour avoir le maximum d'élèves présents. Donc le recteur d'académie, pas le recteur délégué d'université, le recteur d'académie, la rectrice d'académie maintenant, signe une série de courriers informatifs, donc en direction des inspecteurs d'académie, des UNASH ou éducation inclusive. Évidemment, notre cible, ce sont les chefs d'établissement des lycées publics et privés sous contrat. Depuis 2 ans, nous avons fait un courrier supplémentaire en direction des professeurs principaux des classes de première et de terminale. Et d'ailleurs, on a eu la surprise que grâce à ce courrier, ils venaient aussi au forum pour un certain nombre d'entre eux. Les enseignants référents, évidemment, puisqu'ils font le lien, eux, avec les élèves qu'ils connaissent bien, les psycho-ODO, et puis après, ben voilà, les médecins de santé scolaire, les infirmiers, les assistants sociaux. Et puis dans l'Académie de Lyon, nous avons aussi un comité académique des usagers pour l'école inclusive, donc on passe aussi par ces partenaires-là pour faire le plus d'informations possible sur ce forum. Et puis du côté université, donc chaque année, il y a la réactualisation du livret Préparer son entrée dans l'enseignement supérieur, où il y a toutes les informations pratiques nécessaires. Et puis, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que nous bénéficions aussi d'interprètes LSF durant toute la durée de la plénière, ce qui donne une accessibilité aux personnes communiquant à LSF pour ce forum. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, c'est vraiment un co-portage, une co-organisation, un co-financement à la fois entre l'Université de Lyon et le rectorat de l'Académie de Lyon. Je ne l'ai pas dit, mais je vais finir là-dessus. Il y a vraiment un maître mot qui nous anime pendant tout ce forum, qui est porté par tous les intervenants, c'est la nécessité d'anticiper. C'est vraiment le message qu'on essaye de délivrer aux élèves et à leurs familles et aux professeurs aussi, c'est que plus on anticipe, mieux c'est. Mais en même temps, on essaie de rester toujours positif, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas trop anticipé,
il y aura des gens au sein des universités et des grandes écoles et des établissements d'enseignement supérieur, excusez-moi, pour vous accompagner, et on est là pour encourager la poursuite des parcours les plus ambitieux possibles, parce que vous pouvez y arriver. C'est vraiment le message que l'on délivre, et on est relativement content de ce qui se passe dans le cadre de ce partenariat. Voilà, et ben voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup Véronique pour la présentation de ce dispositif et de ce travail en commun. On voit bien depuis 2018, ça veut dire que d'année en année aussi, vous avez pu en faire des ajustements, compléter ce forum. Par exemple, le fait de l'organiser le samedi cette année, j'imagine qu'il n'y avait pas forcément de LSF dès la première année, donc on voit bien que les partenariats... Ok. À Lyon, on a un pôle d'enseignement des jeunes sourds, donc on exact. a les communicants LSF dans un lycée, et du coup, voilà, on y a pensé évidemment tout de suite. Si, on a tout de suite pensé à LSF. C'est s'adapter aux spécificités du territoire et effectivement au parcours bilingue qui existe à Lyon. Et vous avez fini sur l'anticipation, et je pense que c'est un bon moyen de faire une transition pour parler aussi du Crous, des actions menées par le Crous, puisque au-delà de l'accès vraiment à la formation, quand on devient étudiant, on s'assoit pas juste en amphi pour suivre les cours, et pour accompagner les jeunes en situation de handicap justement dans les à-côté de leurs études. Quels partenariats sont portés par le CNUS et quelles actions existent dans les Crous? Je donne la parole donc à Sophie Cousineau qui va vous présenter tout ça. Je peux vous donner la télécommande aussi. J'appuie sur lequel? À droite. Bonjour à tous. Donc Sophie Cousineau, je suis chef du département vie de campus au sein de la sous-direction vie étudiante du CNUS, qui est, comme vous le savez certainement, la tête de réseau des 26 Crous de France. Donc sur le handicap dans le réseau, l'accueil des étudiants en situation de handicap est une des préoccupations du réseau des Crous. Et ça passe d'abord par l'accessibilité de nos structures. Donc pour ce qui concerne les logements, nous avons 9530 places pour les étudiants à mobilité réduite. On a aussi des logements qui sont adaptés aux autres handicaps, donc handicap visuel, handicap auditif. On fait aussi des aménagements pour d'autres types de handicaps en fonction des besoins des étudiants quand c'est possible. Pour l'instant, le dimensionnement est suffisant par rapport au nombre de demandes, puisque a priori beaucoup d'étudiants en situation de handicap restent chez leurs parents pendant leurs études. Alors peut-être moins pour les étudiants en master, mais en tout cas en licence. Et donc, pour l'instant, le nombre de places est suffisant. Toutes les nouvelles constructions sont accessibles PMR, et souvent, voire tout le temps, dans les nouveaux bâtiments, tous les logements sont accessibles. Et puis pour ce qui concerne les réhabilitations de nos anciennes résidences, on améliore l'accessibilité systématiquement, même si là forcément tous les logements ne peuvent pas forcément être accessibles en fonction de contraintes techniques. Pour les autres structures, donc les restaurants universitaires, les salles de spectacle, etc., tous les étudiants, les structures recevant du public sont mises aux normes. Je crois que quasiment 100% des structures le sont. Pour autant, on poursuit des efforts pour adapter l'ensemble du patrimoine des Crous, et puis les abords des résidences et des restaurants universitaires aussi, où là il y a encore souvent il y a encore du travail à faire. Je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, il y a encore du travail à faire. Donc, on est constamment en train d'améliorer cette accessibilité.
Pour ça, nous avons un partenaire qui est la Fondation JVK. La Fondation JVK est une fondation suisse qui œuvre pour les étudiants français ou suisses qui ont rencontré ou rencontrent des difficultés dans la poursuite de leurs études du fait d'une maladie ou d'un handicap. Donc cette fondation nous aide à financer certains travaux. On dépose des projets auprès de la fondation et ils sont acceptés ou pas. Et donc c'est un autre apport que les fonds publics pour améliorer cette accessibilité. Alain en a parlé tout à l'heure. On a aussi donc nous sommes l'opérateur de l'État pour le versement des bourses sur critères sociaux. Et donc, il y a des points de charge supplémentaires, aussi bien pour les étudiants en situation de handicap que pour les étudiants aidants. Donc, je ne m'appesantis pas sur la question puisque vous avez eu les infos et les chiffres tout à l'heure. La Fondation JVK, finance aussi donc, des aides financières pour les étudiants en situation de handicap, donc des aides de 5 000 €. Il y a une commission qui se réunit chaque année et il y a des dépôts de dossiers chaque année. Donc cette année, il y a eu 80 étudiants qui ont reçu une aide de la Fondation JVK. Et les aides, en fait, les demandes, en fait, sont constituées par l'étudiant avec un assistant social ou une assistante sociale qui va compléter la demande avec lui pour l'aider à bien répondre. Nous avons mis en place également une procédure, mais depuis de nombreuses années, mais nous l'avons améliorée l'année dernière, une procédure spécifique pour l'attribution des logements aux étudiants en situation de handicap. Donc cette année, l'année dernière, on a mis en place, pour 2024-2025 plus précisément, on a mis en place une procédure d'aller vers sur laquelle je reviendrai plus tard parce que nous allons parler de l'information aux étudiants. En tout cas, il y a un premier contact, il y a une priorité donnée aux étudiants en situation de handicap par rapport aux autres étudiants et leurs demandes sont étudiées avant les phases principales d'attribution des logements aux étudiants autres. Donc il y a un premier contact avec l'étudiant, on lui fait remplir à lui ou sa famille une fiche de besoins détaillée pour ce qui concerne le logement. Quelles sont les adaptations dont il a besoin par rapport au logement. Ces renseignements très précis et très confidentiels ne sont connus que d'une seule personne, soit le référent handicap, soit un assistant social. Et ensuite, lui est attribué le logement le plus adapté. Donc la résidence ne connaît que le minimum d'informations sur cet étudiant, le minimum d'informations nécessaires à la prise en compte de son handicap, mais pas de détails. Et donc, dans ces phases d'attribution de logements adaptés, dans beaucoup de CROUS, il y a une coopération entre les SSE et les relais handicap des universités avec mes collègues des CROUS pour justement répondre aux besoins des étudiants qui ont cette nécessité d'être logés dans une résidence CROUS. Pour les autres actions, donc nous travaillons aussi sur l'accessibilité des services numériques. Donc on a intégré dans nos sites internet les dispositifs du RGAA. Nous avons une plateforme d'appel d'urgence qui est également accessible aux étudiants en situation de handicap auditif. Tout n'est pas parfait, mais on essaye d'améliorer d'année en année nos services numériques pour les rendre de plus en plus accessibles. On va entamer un travail sur la procédure FALC. Qui va être assez long, je pense, enfin assez long à mettre en place, mais nous sommes sur la bonne voie de ce côté-là. Pour ce qui concerne la restauration, donc on a des informations sur les allergènes.
beaucoup de denrées sont bio. On propose des repas végétariens et de plus en plus dans les restaurants, on met en place des espaces de tranquillité où des étudiants qui ont besoin, qui peuvent pas manger dans le brouhaha d'un restaurant universitaire, peuvent manger dans le calme, dans le silence. Peut-être pas le silence complet, mais des endroits voilà, où ils peuvent s'isoler un peu mieux. Ça n'est pas partout, mais de plus en plus, on va essayer d'aller en ce sens. Donc on finance des projets via la CEVEC, bien sûr. Il y a eu notamment les cours de LSF. On a profité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 pour faire la promotion du handisport. Il y a eu des expositions sur le handicap, des théâtres forums, et Madame Montgérant, c'est ça, du rectorat, a effectivement parlé de la vidéo du Crous qui présentait la vie d'un étudiant dans un logement adapté. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on met en place pour sensibiliser les étudiants et pour leur faire connaître nos activités. Dans toutes ces actions, on a de nombreux partenaires, les SSE bien sûr, les SUAPS, la FFSU, des associations locales spécialisées. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, on ne peut pas faire seul. Donc il faut qu'on travaille ensemble et avec les établissements pour cet accueil des étudiants. Alors est-ce que j'ai sauté une slide? Ah pardon. Pardon, je suis allée trop loin. Je reviens. Voilà. Je voulais faire avancer sur mon ordinateur. Alors, je n'ai pas cité, j'ai dû oublier de transmettre une slide. Ah, elle est après. Où je cite 100% du livre. Oui. Ah bon, alors ça viendra après. Un petit peu de suspense. Merci beaucoup d'avoir présenté le rôle du CNUS et des Crous, que ce soit pour l'accès au logement, aux bourses, à la restauration et à la vie étudiante plus largement. Je pense que ce sont vraiment des pistes très concrètes pour les établissements sur lesquels s'appuyer pour développer des actions, des projets ensemble. On voit très bien votre rôle d'opérateur et de relais de la politique publique, parce qu'il y a beaucoup de choses que Alain a présentées en introduction, et comment ça se met en œuvre concrètement sur le terrain, en lien avec les établissements. Quand on avait échangé, vous aviez parlé de vos partenaires qui existent et aussi de ceux qui existent sur papier et sur lesquels on aimerait que ça existe systématiquement sur le terrain. Ce qui est important de se dire, c'est d'identifier les acteurs et ensuite de faire ce travail de concrétiser, de créer des connexions. Et justement, je vais donner la parole d'abord à Sylvie Cana pour l'Université Montpellier Paul Valéry, puisque parfois il y a besoin de solliciter vraiment des expertises pour répondre à des besoins des étudiants. Et je vous donnais la parole sur la politique partenariale qui est menée dans votre université. Et peut-être pour commencer sur ce travail que vous aviez fait de cartographier tous les acteurs qui existent sur le territoire sur le sujet spécifique de la santé mentale. Ouais. Merci. Donc merci à la DGCIP, merci à Alain Bourg de nous faire confiance sur ces questions. Et ça marche? Oui. Et merci Amandine. Hein. Si j'ai bien écouté Alain, tu ne chômes pas parce que tu as beaucoup de dossiers à traiter. Hein. Donc merci aussi à Apache parce que c'est vrai que notre service Handi-Études fait souvent appel aussi à Apache par rapport à des questions très précises, par rapport au suivi des étudiants. Et puis un petit coucou particulier à Bertrand Montubert et au groupe Tatipi, puisque avec Bertrand, nous venons de coordonner un numéro particulier, puisque c'est le numéro 102 de la nouvelle revue Éducation et Société inclusive. Et le titre, c'est « Vers une université inclusive, les processus collectifs, pédagogiques et technologiques à mettre en œuvre ». Et il sort là à la fin du mois. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Il y a quelques articles qui peuvent étayer, on va dire, aussi bien les services que les enseignants. Donc, nous sommes partis à l'UMPV d'un a priori, on va dire, théorique ou conceptuel, à savoir que la fonction inclusive d'une université, elle est portée vraiment par un collectif
le collectif au-dedans, donc qui est constitué de référents handicap. Et pour nous, il y a des référents handicap effectivement dans tous les services et dans toutes les composantes. Et elle est portée aussi par une politique territoriale. Donc le handicap, on peut dire que le handicap ne nous appartient pas, hein. En revanche, ce qui nous incombe, me semble-t-il, c'est de lever ensemble des méconnaissances et des handicaps environnementaux, des cadres non accessibles, des soins non accessibles, pas de relais en dehors du campus, pas de réseau avec le territoire. Donc ça a été vraiment une nécessité pour nous de structurer une politique sur le dedans et le dehors qui soit vraiment perméable. Et à l'origine de ce projet, bon alors bien sûr que c'est notre équipe, mais à l'origine ce sont surtout les étudiants qui nous ont interpellés, qui nous ont mis, face à nos impasses. On était vraiment dans des impasses. Et c'est des souffrances des étudiants qui avaient des troubles psy. On a eu une augmentation terrible des étudiants avec troubles psy, avec des tentatives de suicide sur le campus ou dans les chambres universitaires où on ne pouvait pas du tout intervenir et aller. Et donc là, on s'est dit, là, c'est pas possible, il faut qu'on tisse un réseau et qu'on travaille énormément avec l'extérieur. Donc c'est vraiment de ce lieu-là, on a été démunis devant ces situations et on a décidé de construire des outils pour étayer nos services, que ce soit les services d'accompagnement ou les services de médecine ou le service en innovation. Donc on s'est dit, on va étayer nos services avec ces cartographies pour pouvoir avoir des liens directs avec nos partenaires clés, comme par exemple le CHU, le CRA, les cliniques privées, parce que on se rend compte que quand il y a un trouble psy, si c'est sur le campus qu'il y a par exemple une tentative de suicide, les urgences arrivaient, le SAMU, il était ensuite basculé aux urgences psychiatriques. 2 jours après, il ressortait avec 3 boîtes de cachets et il recommençait dans nos toilettes avec les 3 boîtes de cachets. Donc on s'est dit, là, c'est pas possible, il faut qu'on travaille autrement. Parce qu'il y a un vrai problème aussi au niveau dans nos hôpitaux, hein, puisque les hôpitaux débordent de demandes et n'arrivent pas à faire face aux demandes. Donc du coup, on a construit des cartographies grâce ou malheureusement aux besoins donc, des étudiants ayant des troubles ou étant en situation de handicap, et grâce aussi au service qui a pris en charge aussi tout ce travail avec moi, donc le service en innovation avec Joris et le service en études avec Chloé. Et je tiens à dire, par rapport à ce que vous avez dit par rapport au compte, nous, effectivement, ça nous a sauvés, parce que Joris a été chargé de mission et c'est sur un budget compte sur 3 ans, et c'est vraiment, c'était incontournable. Enfin, pour nous, on n'aurait pas pu fonctionner, mettre en place tous nos outils sans Joris, qui fait le travail d'ailleurs de 3 personnes. Mais ça, c'est parce qu'il est hyperactif, il ne faut pas le dire. C'est dit. Mais c'est dit. Donc, on a sollicité tout le réseau local, et donc on va vous expliquer comment. Et on a rencontré réellement nos partenaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement repéré sur Internet tous les services qui pouvaient être un appui pour nos propres services, on est allé les rencontrer. Donc on a eu énormément de rencontres, de réunions avec le CHU, avec les cliniques, avec les GEM, les services d'entraide, donc pour les troubles psy, etc., etc. Et le milieu évidemment médico-social. Donc vraiment, on a fait la tournée de toutes les boutiques et on s'est dit, ben, ok, on a construit des fiches. Et là, je donne la parole à Joris parce qu'il va vous expliquer. On a construit 9 cartographies par rapport aux besoins spécifiques des étudiants. Et ça représente quand même à peu près 200 fiches de relais à l'extérieur pour nos étudiants en situation de handicap. Je te laisse la parole, Joris, parce que c'est lui qui a construit aussi l'outil et qui suit tout ça. Bon, ben, j'ai bien été présenté, donc merci beaucoup. Donc, pour présenter un peu ces fiches, donc chaque livret est structuré de manière identique afin de garantir un peu une cohérence, une lisibilité pour tous les partenaires et les acteurs donc, de notre université. Donc, il se compose de fiches classées par type de structure. Donc en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc là vous avez le CHU qui est de la couleur bleue. Donc on a mis des couleurs par structure, le médico-social en rose, le clinique privé en bordeaux, les associations en vert, les services nationaux en jaune, et enfin le site internet et ressources numériques en violet. Vous voyez, on a essayé de fragmenter et de catégoriser par type de structure, c'est pour faciliter les échanges en interne. Donc cette organisation permet un accès aux informations rapides et est essentielle. Donc bien évidemment, au début de chaque livret, nous retrouvons une table des matières qui présente toutes les structures du livret. Donc chaque livret, en fait, on a catégorisé par typologie de handicap ou l'insertion professionnelle. Donc voilà, en complément en fait sur ces fiches, on a des codes recherche qui se situent en haut à droite pour vous normalement. Donc ces codes recherche permettent de faire des recherches par rapport aux besoins que nous avons, c'est-à-dire au niveau de l'insertion pro, au niveau de l'accès aux soins, l'accès au diagnostic, ou encore de la pérédance ou encore de l'accompagnement finalement.
Donc, chaque fiche recense les structures, donc on retrouve son cadre et son champ, ses missions, les contacts utiles, pour les raisons pour lesquelles nous pourrons aussi les contacter. Donc, vous avez pourquoi les contacter. Et nous avons en haut à droite donc des contacts de la structure qui sont généraux et nous avons qui sont cachés à l'écran pour préserver leur confidentialité, les numéros des interlocuteurs privilégiés, donc des numéros de téléphone souvent ou des adresses directes. Des portables, des numéros de portable de psychiatre, par exemple, qu'on peut appeler directement. Voilà. Donc, et puis nous avons tout en bas, en savoir plus, un petit onglet qui nous permet de dédié aux informations complémentaires sur les structures, notamment des liens vers des comptes rendus de réunions que nous avons fait ensemble, détaillant les engagements de partenariat, les procédures à suivre, les fiches de suivi ou encore les modalités d'adressage. On m'a demandé de faire d'un point de vue très pratique dans l'usage quotidien, donc seules les équipes en charge de l'accompagnement des étudiants et personnels en situation de handicap ont accès à ces fiches. Donc la communication avec les partenaires ne se fait pas directement, on ne va pas directement appeler, c'est avant tout, on va faire un échange en interne entre les services d'accompagnement, les services de médecine et la vice-présidente, afin de déterminer si le recours à un partenaire est pertinent en fonction de la situation et du type de structure concernée. Et puis si on s'agit d'une structure qui est secteur médical, ce sera plutôt le SUMS, donc le service de médecine. Si c'est plutôt le secteur des partenaires associatifs et autres, ce sera plutôt le service d'accompagnement, donc handi-études ou handi-personnel pour les personnels. Voilà pour la présentation de ces fiches. Je pense qu'on va avoir fait le tour. C'est vraiment très important. Nos partenaires nous connaissent bien maintenant. On travaille beaucoup avec la mairie. On fait partie du conseil en santé, du conseil local en santé mentale. Le CHU nous connaît bien, les cliniques aussi, les associations, le médico-social. Enfin, ils font appel aussi à notre expertise pour faire avancer aussi leur structure, par exemple. Et je m'arrêterai là. Merci, je suis très marquée par l'expression « on est parti de nos impasses » parce que c'est un moment où voilà, il n'y a pas de solution, comment on fait. Et cet annuaire, c'est pas juste un annuaire papier, justement. C'est des connexions qui sont créées, des rencontres dont vous n'abusez pas. C'est vraiment pour adresser quand il y a une situation qui le nécessite et où il y a besoin d'une expertise vraiment externe. Merci beaucoup pour cette présentation et je vais vous laisser poursuivre puisque vous êtes allé aussi plus loin sur un autre projet qui était de créer une structure ad hoc pour accompagner cette fois les étudiants avec troubles du spectre de l'autisme et la création d'un pôle de compétences et de prestations externalisées, PCPE. Je vais vous laisser présenter la démarche. Tout à fait. Chloé donc rentrera dans le détail, mais je voulais simplement dire, effectivement, on a rencontré tous les partenaires pour mettre en place ce PCPE, puisque le PCPE, c'est donc une structure qui est portée par le médico-social, mais qui est financée par l'ARS. Et donc, merci aussi à Tipeee parce qu'ils ont fait le relais, puisqu'ils l'avaient créé sur Toulouse et on a pu mettre en place ce type de structure intermédiaire qui prend en charge nos étudiants en dehors de la fac. Et là, je laisserai la parole à Chloé. Donc, je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Oui. Ouais. Donc effectivement, on avait vraiment besoin d'avoir des partenaires extérieurs, des relais, des experts pour accompagner les étudiants avec un trouble du spectre de l'autisme au-delà de l'université, hein, puisque nous on intervient, c'est vrai, surtout sur le plan pédagogique, mais on est aussi là quand même, on a connaissance de la situation globale de l'étudiant et on peut pas rester sans rien faire quand on voit que vraiment il y a une grosse difficulté. Donc ce dispositif, ça a été un réel soutien pour nos services et surtout pour les étudiants, hein, puisque parmi les gros avantages, c'est que l'étudiant, il n'a pas forcément besoin d'avoir un dossier MDPH à jour avec cet adressage-là au démarrage. Il peut déjà être pris en charge et puis cette réactualisation du dossier peut se faire dans un second temps avec l'aide de l'équipe qui est pluridisciplinaire du PCPE. Donc c'est quand même très rassurant pour avoir une prise en charge immédiate de l'étudiant. Au-delà de tout ça, ce sont des professionnels qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes avec un TSA. Donc, ils savent de quoi ils parlent, ils savent faire. Et donc, c'est très rassurant à la fois pour les étudiants comme pour nous qui les orientons vers ce dispositif. Et puis, parmi les autres gros bénéfices, c'est que ces accompagnements, en fait, ils se déroulent. Nous, on prête des salles au sein du service, et donc ça évite à l'étudiant d'aller à l'extérieur, de se déplacer. Oui.
Et donc les éducatrices peuvent en fait venir au sein de réserver une salle et puis faire ces aides aux démarches, faire voilà toutes les aides auprès de l'étudiant sur place. Voilà, donc c'est quand même ça enlève des barrières on trouve pour les étudiants. Parmi les possibilités de cadrage du PCPE, il y a quand même des conditions. Il faut effectivement une validation du diagnostic de la part du Centre Ressources Autisme. Ils vont intervenir sur l'aide aux démarches administratives, sur l'organisation au quotidien, sur la gestion du logement, sur la participation sociale des étudiants, les projets d'orientation. Ça, c'est très important parce que souvent, c'est vrai qu'on a nos chers SQIP dans les universités, mais parfois on manque un peu de temps. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont concernés sur l'orientation. Et donc, c'est vraiment bien d'avoir ce suivi spécifique et adapté. Mais aussi, ils vont intervenir pour aider à se faire comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour sensibiliser en fait les autres étudiants du groupe classe, toujours avec l'accord de l'étudiant, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une prise en charge qui est très très complète et pour lesquelles on a des retours. On fait des réunions en fait qu'on a décidé de mutualiser entre le PCPE et le Centre Ressources Autisme, ce qui nous permet déjà d'éviter de faire intervenir plusieurs fois les partenaires voilà, sur des temps différents. On regroupe tout, on traite les situations communes, PCPE, CRA, service de médecine et notre service d'accompagnement en tout début. Et puis ensuite, le PCPE est libéré pour qu'on puisse terminer avec le Centre Ressources Autisme sur les étudiants qui n'auraient pas été adressés dans ce dispositif. Actuellement, et je terminerai peut-être par là, on a depuis le début de ce partenariat, nous avons fait 10 adressages, 5 ont été suivis, ont un suivi effectif, pour lesquels il y a eu des actions autour de l'orientation, de la gestion du quotidien, des démarches administratives, du logement et du droit commun. Voilà, par exemple, faire les demandes à France Travail. Voilà, donc cette équipe pluridisciplinaire du coup peut accueillir jusqu'à 15 étudiants, tout type d'établissement sur le département de l'Hérault et en prenant en compte les 2 universités, c'est-à-dire que le PCPE travaille à la fois avec nous, mais aussi avec nos partenaires, nos homologues, l'université de Montpellier. Je vois Isabelle. Voilà. Et le rectorat, bien sûr. Voilà. Voilà pour la présentation du PCPE. Juste, je vais donner la parole à ma voisine par rapport au CROUS, parce que en fait, la situation est partie d'une situation critique aussi au CROUS, où on ne pouvait pas intervenir dans la chambre. Il y avait simplement une plaque électrique qui ne marchait pas pour un jeune étudiant TSA et qui ne pouvait pas appeler, téléphoner, rencontrer les personnes du CROUS. Donc c'est parti en fait de là, et puis on s'est tous réunis autour de la table et on a créé le PCPE. Et maintenant on fait la même chose pour les troubles psy. On essaye de mettre en place quelque chose avec également une structure médico-sociale qui a porté le projet auprès de l'ARS dans le cadre des 50 000 solutions. Je vous laisse la parole. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants dans cette situation, dans les résidences des Crous, qu'on identifie ou pas. Et ça peut générer des soucis quand on ne l'aura pas identifié, mais qu'il y a une crise. C'est pas toujours facile de gérer la situation parce qu'on ne sait pas si l'étudiant a des troubles psy ou de l'autisme et ou si c'est un étudiant qui va pas bien de manière générale. Et c'est pas forcément les mêmes façons de réagir qu'on doit avoir d'un côté ou de l'autre. Et donc, mais on y viendra après. On a un enjeu de formation et de sensibilisation de nos personnels qui gèrent l'accueil des étudiants en résidence pour qu'ils sachent comment on réagit. Et c'est vrai que le travail partenarial est extrêmement important là-dessus et qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser les ARS aussi. Ouais. Sur Montpellier, c'est fait. Et il y a aussi, on a l'exemple de Lille qui a mis en place avec l'université et avec un établissement psychiatrique de je ne sais plus quelle ville à côté de Lille. Mais en tout cas, il y a une convention signée entre les trois
qui permet l'intervention de professionnels médicaux dans les résidences, pas au moment de la crise, mais en post-crise pour suivre un peu l'étudiant et pour s'assurer que l'étudiant va bien. Donc voilà sur ce que me fait, à quoi me fait penser l'intervention de Montpellier. Oui, on voit bien que le partenariat, c'est vraiment c'est la philosophie même du PCPE, de travailler ensemble, de se coordonner. Et en creux un peu de vos interventions, les enjeux de formation, d'information de l'usager, mais aussi des acteurs de l'accompagnement vraiment ressort. On a commencé un petit peu à en parler. Et Sophie, vous avez commencé à aborder le sujet sur comment vous sensibiliser et former aussi au niveau du Crous. Peut-être vous voulez approfondir, j'ai affiché la diapositive. Merci. Oui, on essaye de faire beaucoup d'aller vers l'étudiant. Donc, pour ce qui concerne les bourses, il y a une question systématique qu'on pose à l'étudiant qui constitue un dossier social étudiant pour faire une demande de bourse et ou de logement. Pour les aides financières autres que les bourses, les étudiants en situation de handicap connus, notamment par rapport au logement, bénéficient d'un accompagnement social par le service social du Crous. Et pour le logement, donc, ce qu'on a mis en œuvre l'année dernière, on fait en fait un mailing systématique à tous les étudiants qui sont boursiers avec des points de charge handicap pour leur dire et qui ont manifesté l'intention de demander un logement Crous, pour leur dire voilà, vous avez demandé un logement Crous, sachez qu'il y a une procédure particulière pour les étudiants en situation de handicap et que vous avez la possibilité d'avoir un logement adapté si vous avez des besoins spécifiques, d'avoir un logement adapté. Et puis on fait également des animations de sensibilisation des étudiants, j'en ai parlé tout à l'heure, de sensibilisation des autres étudiants pour les sensibiliser au handicap et à comprendre la situation de leurs camarades qui est peut-être dans le logement d'à côté. Pour ce qui concerne les personnels, donc on a un référent handicap par Crous. Et nous avons formé ces référents handicap cette année, en 2025, en partenariat avec l'association 100% Dynamique. Donc j'ai repéré son délégué général là-haut, qui tout à l'heure a dû se dire « elle est gonflée, elle ne nous cite même pas ». Donc voilà, nous avons mis en place un partenariat avec 100% Dynamique, qui est, je pense que, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez tous, cette association, mais en tout cas, elle fait plein de belles choses et nous nous sommes appuyés sur elle pour la formation de nos référents handicap et on va poursuivre un cycle de formation normalement, enfin de mise à jour des connaissances de nos collègues et puis des animations pour les étudiants dans les structures Crous. Enfin voilà, on a plusieurs projets en cours. On fait aussi la publicité auprès des associations étudiantes qui déposent des projets pour un financement via la CEVEC ou via Culture Action, du label 100% Dynamique, qui est un label donc, qui est attribué aux associations étudiantes qui prennent en compte l'inclusion dans leurs projets. Et enfin, on est en train de construire au sein du réseau des Crous une feuille de route handicap avec, pour qu'il y ait une harmonisation au niveau de l'ensemble du territoire sur l'accueil des étudiants en situation de handicap dans nos structures et que donc vraiment tous les Crous s'emparent au même niveau de la question du handicap. Donc c'est en construction. J'espère qu'on va aboutir assez rapidement, mais voilà, sur la formation et l'information du côté des Crous. Alors vous pouvez enchaîner, je pense, à Montpellier, Paul Valéry, sur la formation des acteurs de l'établissement et aussi les handipermanences pour l'accès aux droits. Donc effectivement, on a mis en place 7 journées handi-formation par an. Donc, ce sont des journées de sensibilisation et de formation aux situations de handicap. Elles sont thématisées et elles sont en open access. Vous pouvez les suivre. D'ailleurs, il y a pas mal d'universités qui les suivent.
puisqu'elles sont aussi en distanciel avec un lien. Mais je laisserai Joris donc, expliquer plus précisément. Et pour les handipermanences également, il expliquera. Et ce sont vraiment des temps très forts pour rencontrer nos partenaires. Joris, je te laisse la parole. Eh bien, déjà, je remercie tous les universités qui suivent ces journées handiformation depuis donc, 2022. Donc, c'est des journées qui sont accessibles en présentiel et en distanciel via un lien Zoom. Ils sont gratuites et sans inscription. Donc, et elles sont aussi au catalogue de formation de personnel à l'université Paul Valéry. Donc, on a plusieurs thématiques qui sont abordées. Elles sont assez variées. Donc, on parle des différentes typologies de handicap. On a aussi sur la pédagogie universelle, l'insertion professionnelle, le rôle des référents handicap, l'art et la culture, et d'autres encore sujets que vous pouvez retrouver sur Internet en scannant le QR code site Handiformation. Et toutes ces journées, donc, elles sont filmées et des capsules vidéo sont dynamiques et accessibles, donc sous-titrées, etc., qui sont réalisées par un professionnel formé à l'accessibilité par notre université. Et ces vidéos sont disponibles sur le pod donc, de l'UPVM3, enfin de l'UMPV, pardon. Donc, j'en profite d'avoir la parole pour présenter la prochaine handiformation, donc, qui aura lieu le 18 avril 2025, qui portera sur la pédagogie universelle. Et donc qui réunira plusieurs intervenants, donc, dont une maître de conférence à l'université de Lausanne, une doctorante donc, de l'université de Montréal, Bertrand Montubert qui nous parlera donc, de l'intelligence artificielle, et d'autres experts du domaine. Donc vous trouvez plus le programme détaillé en scannant le QR code de droite Handiformation, ou bien sur le flyer qui a été distribué. Voilà pour les handiformations. Concernant les handipartenaires, nous avons mis en place ces handipartenaires suite à des besoins des étudiants. Donc en fait, c'est des partenaires qui proposent des permanences gratuites, ouvertes à tous, sans inscription préalable, directement au sein du service d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc en fait, l'objectif de ces permanences, c'était d'informer, d'orienter, d'accompagner les étudiants et les personnels, de construire, voire même de co-construire des parcours adaptés pour l'insertion pro. Donc on a les interventions donc, de Arpège ou de Cap Emploi. On a aussi des interventions de partenaires sur l'aide à l'élaboration ou à la mise à jour de dossiers MDPH. On sait très bien que les étudiants deviennent majeurs quand ils arrivent à l'université, et donc c'est important que la mise à jour de ce dossier MDPH ou bien de la construction pour l'insertion pro au niveau de la RQTH. Et donc ça, nous faisons ça avec l'APF France Handicap et aussi la référente insertion professionnelle de la MDPH. Et puis nous avons aussi une intervention de la Communauté 360 qui fait un accompagnement plutôt général à toutes les questions liées au handicap et à la vie quotidienne. Et là, vous l'avez, vous scannez le QR code, vous avez les handipermanences avec les personnes qui tiennent des permanences. Et il y a un flyer qui a été distribué dans la salle, et après, bien évidemment, les supports de présentation sera envoyé, vous retrouverez tous les liens, les informations. Une petite information, donc, nous constatons quand même un fort besoin d'accompagnement des étudiants, notamment sur l'élaboration du dossier MDPH, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui en font la demande, et on a aussi un grand besoin sur l'insertion professionnelle. On a remarqué que chaque matinée de permanence accueille entre 6 à 8 étudiants pour une durée d'environ 30 minutes par personne. Et donc, en fait, on arrive à pu avoir cette place pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, on est en train d'élargir et de faire de plus en plus de permanences pour pouvoir répondre à la demande des étudiants. Je me permets juste de compléter pour dire aussi que là encore, comme pour le PCPE, où c'est le PCPE qui va intervenir dans les locaux, enfin dans l'établissement, là c'est de la même manière, en fait, ces handipermanences, elles permettent vraiment pour des étudiants qui peuvent avoir du mal à faire des démarches, à se déplacer, à prendre des rendez-vous. En fait, le service handi-études, ils l'ont identifié, ils ont l'habitude d'y venir pour leurs aménagements, et en fait, c'est un espace qui est sécurisant. Et d'avoir du coup ces partenaires externes qui viennent au sein de l'établissement et qui évitent cette charge supplémentaire pour les étudiants pour faire ces démarches-là, c'est vraiment un plus. Ils en sont vraiment très contents. Et nous aussi, parce qu'on se sent tous utiles là, pour le coup. Merci beaucoup. On va conclure puisqu'il est 11h03. On a un petit peu de retard. Moi, je trouve que ce qui ressort vraiment de toutes vos interventions, y compris Véronique au début, c'est finalement tout ce travail en commun, il est à destination de l'étudiant, et il y a une vraie démarche d'aller vers qui est au cœur aussi de toutes ces actions, et de trouver des relais qui vont permettre d'informer l'étudiant et de lui permettre de se saisir des dispositifs et des ressources qui existent. Et également, on a fini par parler un peu de la formation. C'est peut-être pas vraiment de la formation aussi, c'est discuter, parler, échanger des points de vue, les perspectives pour créer une culture commune, bien comprendre quels sont les besoins de l'étudiant et arriver à travailler
en concertation, en coopération. Donc je vous remercie vraiment pour le partage de ces actions, de ces projets. Et on a 15 minutes de pause maintenant pour en discuter.